Vous écoutez le libre journal de la douceur de vivre, dirigé par Alain Pocard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, vendredi 24 mars 2023 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bienvenue à bord. Alors, comme chaque année, et je crois que c'est la 3e année maintenant, je reçois des grands écrivains dans mon émission. Je reçois Alexandre Vialat, Henri Béraud et Marcel Aimé. Ah oui, mais enfin, bon, comme ils sont morts, je les reçois par l'intermédiaire de leur, porte-drapeau. Vous êtes bien des porte-drapeaux. Alors, Alexandre Vialat, évidemment, est représenté par Jérôme Trollet, qui est président de l'association des Amis de Vialat. Ouh, Jérôme. Oui, je vous entends très bien, avec plaisir. Eh bien, c'est parfait. On vous attend au tournant. Hein. Oui. Attention. Pourquoi un tournant? Comme ça, voilà. Évidemment, Henri Béraud est représenté par Francis Bergeron. Bonjour, Francis Bergeron. Bonjour, mais pourquoi évidemment? Il y a beaucoup de béraldiens, je ne suis pas le seul béraldien. Oui, mais vous êtes le président. Oui. Et moi, j'aime bien les présidents. Enfin, pas tous, mais ceux qui sont dans le studio, je les aime beaucoup. D'accord. Jérôme Trollet, vous, bonjour. Jérôme Trollet, on a déjà parlé. Jean-Pierre Belleville, vous, avec ce nom si charmant qui évoque le vieux Paris populaire, vous représentez quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le Paris populaire, Marcel Aimé. Et puis j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a un phénix qui renaît de ses cendres. Et ce phénix, c'est Pierre Gripari. Pierre Gripari a eu son association, les Amis de Pierre Gripari, qui a été dirigée pendant un certain nombre d'années par Anne-Martin Conrad. Et on a trouvé celui qui était qui est sorti comme un messie qu'on attendait, qui est Raphaël Pajarès. Bonjour Raphaël Pajarès. Bonjour Alain Pocard. Alors Raphaël, vous êtes un jeune homme, vous avez découvert Gripari et vous allez nous en parler avec toute la passion. L'association a eu 11 ans de silence, je crois. Je crois même qu'on arrive quasiment à la 15e année. Ah bon? Me semble-t-il. Oui, elle a duré 11 ans en fait. Oui, jusqu'au début des années 2000. Et ensuite, silence radio jusqu'à maintenant. Alors, vous allez présenter chacun votre association en disant ce que vous pouvez dire, le nombre de membres si ça ne vous dérange pas, les moyens d'adhérer, les activités. On va commencer par la fin, on va commencer par Vialat. Eh bien, écoutez, l'association Vialat et tout le souvenir d'Alexandre Vialat a été porté par Fernie Besson. Fernie Besson est une femme merveilleuse que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Vialat l'a rencontrée tout à fait par hasard dans une galerie. L'anecdote veut qu'elle était professeure dans un collège, et sa voisine qui avait donné des cours de dessin avait fait dessiner à ses élèves des dessins pour illustrer des chroniques de Vialat. C'était pour illustrer Vialat. C'était en 1949. Non, Vialat n'avait pas encore commencé ses chroniques de la montagne. Et le jour de l'inauguration, dans une galerie à Paris, Fernie a bien sûr invité Alexandre Vialat pour découvrir ses dessins. Et ils se sont plu, ils sont devenus de très très grands amis. Leur correspondance représente plus de 2000 lettres, dont 200 ont été publiées chez Plon, je crois. Et Fernie, après la mort d'Alexandre Vialat en 1971, s'est attaché à publier, à partir de 1978, pendant 13 ans, un recueil chez Julliard de chroniques, de textes, d'articles qui ont fait que Vialat n'a pas disparu, en même temps qu'elle avait créé cette association en 1973, avec Jean Dutour, etc. Francis Bergeron. Et vous, monsieur Trollet,
Comment vous est venue cette passion pour Vialat? Alors, j'ai lu donc en 1978, j'ai acheté à la rentrée littéraire le petit recueil chez Julliard, le premier recueil qui s'appelait Dernière nouvelle de l'homme. Et je l'ai lu. J'avais pas spécialement la fibre associative, mais il y avait un petit bulletin d'inscription à l'association dans les pages du livre. Alors j'ai tellement aimé ce livre que je l'ai renvoyé à Madame Ferny-Besson. Et alors pour l'anecdote, et histoire vraie, mon épouse était jardinière elle était professeure dans de jeunes enfants. Et j'ai pris une enveloppe qui traînait sur notre bureau, et au fond de cette enveloppe, il y avait des lettres A, B, C, D, dont mon épouse Marie-Laure se servait pour apprendre les mots. Comment écrire lapin, comment écrire marin. Et quand Ferny a reçu V comme Vialat. V comme Vialat. Et quand Ferny a reçu cette enveloppe, elle m'a rappelé quelques jours après en me disant « Écoutez, monsieur Trollet, avec mon mari, nous avons essayé depuis quelques jours de trouver ce que vous avez voulu nous dire avec ces lettres. Un rébus, on a trouvé ceci, on a trouvé cela. » J'ai pas compris sur le moment, je suis allé la voir. Et voilà. Combien d'adhérents, l'association? Aujourd'hui, 250. 250 adhérents, c'est à peu près le nombre de destinataires des cahiers, mais il y en a, je ne devrais pas le dire, mais il y en a moins de 200 qui règlent leur cotisation. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, les amis. C'est pas grave. Alors, j'ai dit que tous ces auteurs étaient dans le studio, mais on va écouter la voix de Vialat. Le catalogue Manu France. Oui, le catalogue Manu France, parce que c'est un ramassis de choses grandes et magnifiques. Comme le piège à tigre inoxydable et peint en verre, avec la clé numéro 3543 bis, qui permet de le remonter sans effort. Ce qui permet de prendre dans sa journée 20, 21 tigres, 22, sans se fatiguer davantage. Merveilleux. Il y a le chalet pour Fouine, avec 3 pièces. Il y a le dortoir, la salle à manger, le salon. Il y a une des plus belles choses, c'est la canne pour voyageurs en liquide, qui permet d'absorber discrètement le contenu de son verre et de le recracher dans la rainure du plancher. Parce que ce sont des gens très polis, ils font remarquer qu'il ne faut pas revider, il ne faut pas vider le liquide qu'a absorbé la canne n'importe où, mais de préférence dans une rainure du plancher. Oui. Oh, il y a une foule de choses magnifiques. Donnez soif. Il y a le paletot pour chien. Le paletot pour chien avec poche poitrine et col officier. Oh là. La botte pour chien à 3 boutons. Et la même pour 25 centimes de moins. Le chapeau à 2 boutons pour basset. Le chapeau pour chasseur ou pêcheur, là, avec les feuilles, là, qu'est-ce que c'est? Il y a toutes sortes de chapeaux qui sont conçus pour le confort de l'explorateur. Parce que le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne vise 2 clients, l'explorateur et le bureaucrate. Alors il y a 6 pages d'essuie-plumes et 6 pages de casques coloniaux, de chapeaux melons à trépied qu'on pose sur sa tête, au-dessus de la tête pour faire des courants d'air. Ils sont obsédés par la question des courants d'air qui rafraîchissent le crâne, qui sont des clients chauds qu'il faut refroidir un peu. C'est une voix assez particulière. Un mot et puis on va passer un simple mot. Oui, c'est un enregistrement et le seul enregistrement audiovisuel que Vialat a pu faire 2 ans avant sa mort, le 16 février 69, dans une émission qui s'appelait L'invité du dimanche avec Raymond Forlani. Et il est là, entouré de Ferny Besson et de Georges Allary. Il est hésitant, il n'y a aucun autre enregistrement d'Alexandre. Mais c'est passionnant parce qu'au moins on a le son de la voix. C'est pareil pour Henri Béraud, on va entendre le son de sa voix, mais comment s'est formée l'association Henri Béraud, Francis Bergeron? Simplement, j'avais acheté une maison sur l'île de Ré. Je fais une balade à bicyclette avec mes enfants. Je passe à Saint-Clément-des-Baleines devant une maison. Sur cette maison, il y avait une plaque. Et cette plaque disait « Ici a vécu l'écrivain Henri Béraud, 1885-1958 ». Et cette plaque a été posée par son épouse
Germaine Béraud avec l'assentiment de la mairie de Saint-Clément-des-Baleines. Et je me souvenais vaguement de qui était Béraud. J'avais lu Le Bois du Templier pendu, qu'on trouvait dans toutes les bibliothèques familiales. En poche même, je crois. En poche, exactement. Mais je me souvenais aussi que c'était un personnage assez sanguin, que c'était un personnage historique, que c'était quelqu'un qui avait eu des ennuis à la Libération. Tout ça, ça m'intéressait aussi. Et donc, je me suis intéressé à la question. J'en ai parlé sur Leader avec des copains, des amis. Et puis, on a décidé ensemble de créer une association des amis. Alors, association Réthèse des amis d'Henri Béraud, car au départ, on s'est focalisé sur l'île de Ré avec l'idée tous les 14 juillet, parce que le 14 juillet, il n'y a rien à fêter, comme vous le savez, mais disons que Béraud a écrit un livre sur le 14 juillet, que c'est la Saint-Henri, c'était la Sainte-Henri autrefois, le 14 juillet, et on s'est dit, tous les 14 juillet, on fera un gueuleton, et ça va nous permettre de nous réunir autour de l'esprit de Béraud, puis de temps en temps, on invitera quelqu'un. Effectivement, on a invité Jean Raspail une année, on a invité ADG une autre année, on a invité Claude Duneton une troisième année, on a invité, voilà, des... Mais vous avez même eu, pas la gendarmerie qui a été invitée, non? Oui. Alors, ce qui est formidable pour l'association des Amis de Béraud, c'est que effectivement, le maire de Saint-Clément-des-Baleines, celui-là même qui avait autorisé la veuve à poser sa plaque, a interdit notre promenade littéraire, qu'on faisait à une vingtaine, une trentaine, il l'a interdit parce qu'il avait reçu une lettre d'une association d'anciens résistants de Strasbourg qui avait eu vent du fait qu'il y avait donc en formation une association. Ils l'avaient lu dans le journal officiel ou quelque chose comme ça, et ils entendaient, ils ont fait pression sur le maire pour qu'il interdise cette promenade littéraire. Le maire l'a interdite, des gendarmes sont venus, on a eu un très bel article de Jean Dutour en soutien à l'initiative de Geneviève Dorman qui l'a vraiment secoué en disant il faut que tu fasses quelque chose. Absolument, Geneviève Dorman et Dutour sont venus nous épauler en quelque sorte, et puis de fil en aiguille, cette association a pris corps un petit peu, et aujourd'hui on est autour de 400 adhérents à peu près, mais je dirais que c'est assez difficile aussi de maintenir un niveau d'adhésion, parce que c'est la démarche d'adhérer à une association littéraire, c'est pas une démarche qu'on fait à 20 ans ou à 30 ans, on l'a fait plus tard en principe. Mais cette année, par exemple, j'ai fait un appel où j'ai demandé à ce que les adhérents voient autour d'eux, notamment dans leur famille, etc., s'ils pouvaient inscrire des gens. Et j'ai eu beaucoup d'inscriptions d'enfants, d'adhérents. Je pense à Louis de Condé, par exemple, qui est un fidèle auditeur de Radio Courtoisie, qui a fait adhérer 3 de ses enfants. Jean-Pierre Blanchard, qui est un des fondateurs, qui habite l'île de Ré, qui a fait adhérer ses 2 fils. Enfin, voilà. Et du coup, ça maintient un bon niveau d'adhésion. Alors, on va écouter la voix d'Henri Béraud. Allô, ici Lyon. Lyon sur le Rhône. Lyon des brumes. Lyon des canuts. Lyon la mystique. Lyon la gourmande. Lyon la pluvieuse. Lyon la cendrée. Parfaitement. C'est mon pays. Vous croyez le connaître, madame, parce qu'une fois, entre 2 trains, vous vous êtes arrêté dans un de ces fameux restaurants et vous lui avez gardé rancune de ses quenelles et de ses poulardes parce que vous avez eu grand peur de grossir. Vous êtes parti sans rien voir. À peine, derrière les glaces de la voiture qui vous emportait, avez-vous aperçu quelques rues bien droites et bien grises où des messieurs vêtus de noir qui se ressemblaient comme des frères s'en allèrent faire fortune d'un air désespéré. C'est tout le souvenir que vous en gardez. Vraiment, c'est qu'en vérité, madame, on vous a trompé. Vous préférez la Côte d'Azur, c'est que vous n'êtes pas resté assez longtemps chez nous. Notre ville a une âme secrète et compliquée qui ne se livre pas bien vite. Il faut s'attarder un peu pour comprendre la poésie de nos beaux soirs lyonnais, à l'heure où les cantiques de Fourvière s'enlacent à la chanson des métiers, tandis qu'un beau rayon suspend au-dessus des rues bleues les caresses de sa lumière mouillée. À cette heure, savez-vous ce qu'ils font, les gones de Lyon? Ils chantent, madame. Ils chantent tous, ils chantent partout. Sous les nefs gothiques de leurs vieilles églises, où grondent les plus belles orgues de France. Dans leurs salles de concert, parmi les fêtes sonores des grands orchestres. Au théâtre des acteurs de bois, où devise sans gêne et sans façon l'astucieux guignol
et le philosophe n'y affront. Dans nos cabarets bien cirés, où des sages au visage rieur élèvent les verres remplis d'un vin plein de force et de gaieté. Dans nos sociétés chansonnières, où 1000 compagnons mènent à pleine voix le cœur des souvenirs et de l'amitié. Dans les maisons, enfin, où tout vrai lyonnais charme son foyer en lançant d'une voix honnête et censément toujours un peu enrhumée quelques fameuses romances de notre Pierre Dupont. Quoi d'ici? Les Lyonnais chantent tous, madame. Et vous, comme les autres, bien ou mal, on fait de son mieux. Un de ces jours, madame, si vous êtes aussi curieuse que patiente, je vous en chanterai une de pierre, comme on dit là-bas. Pas trop vite, car on n'est pas pressé, pas trop lentement non plus, autrement, comme disent nos canuts, à bon train, la pièce voit sa fin, enfin, la lilala à la lyonnaise. C'est truculent, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Pierre Belleville. Le ton est un peu daté quand même. Le ton était un ton d'avant-guerre. Oui, on déclamait. Les grandes comédiennes s'appelaient Berthe Boville. Bon, chacun pense ce qu'il en veut, mais on sent, il parle de quenelle, il parle de manger, il parle de sa ville. Il aimait beaucoup manger. D'une manière absolument charnelle. Oui. On voit même sa rotondité à travers sa voix. Hein? Oui, on peut dire, oui. Alors, Marcel Aimé, lui, cher Jean-Pierre Belleville, l'association des amis de Marcel Aimé, elle dure aussi, elle a quelques années. Elle a été fondée en 1982 par deux universitaires, M. Yves-Alain Favre de Pau et Michel Lécureur du Havre. Que nous saluons. Et pour ma part, j'ai adhéré à cette association dès sa fondation, parce que je suis un parent de Marcel Aimé. J'ai des liens avec sa famille, avec sa mère. Sa mère était la cousine germaine de mon grand-père maternel. Et j'ai rencontré donc Marcel Aimé c'était en 1955. J'avais 15 ans, c'était à Villers-Robert, le petit village de son enfance, où je passais moi-même mes vacances. Et donc j'ai vu ce monsieur, en fait, qui parlait peu. Ah oui. Et vous allez le voir, il parle d'une voix caverneuse, tout simplement parce qu'à l'âge de 19 ans, en 1919, il a contracté la grippe espagnole et il en a gardé des séquelles neurologiques très, très handicapantes. Hein. C'est-à-dire qu'il avait des troubles de l'articulation de la voix. Il avait une voix très caverneuse, parce que je pense que ses cordes vocales avaient été touchées. Et il avait des faiblesses musculaires, une myasthénie, des paupières qui tombaient, des paupières en capote de fiacre, comme disait Arletty. Et souvent d'ailleurs, quand il avait des poussées, il portait des lunettes noires. C'est pour ça qu'on le voit souvent avec des lunettes noires. Il devait avoir une photophobie, je suppose. Et vous allez voir, quand il parle, il a un débit... Alors, moi, on m'a raconté une anecdote. Un jour, une femme, dans un dîner, lui dit « J'ai promis de vous faire dire 4 mots ». Il lui aurait répondu « Vous avez perdu ». Bon, l'association de Marcel Aimé, combien d'adhérents? Alors, un bulletin annuel C'est le gros problème. Elle a eu jusqu'à 250 adhérents. Maintenant, elle est autour de 160. Et comme disait notre ami Jérôme Trollet, il y en a certains qui oublient de payer leurs cotisations. Donc on va être obligé de faire un petit ménage. On écoute Marcel Aimé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va entendre? Ça se passe au Lapin Agile. C'est en 1948. On lui avait demandé d'apporter sa contribution. Il y avait là des chanteurs, des chansonniers, etc. Donc lui, il avait concocté un petit texte qu'il va lire d'une façon, vous allez voir, très rapide. Alors ça commence par une présentation de Marcel Aimé par l'animateur du Lapin Agile. On écoute. Il y a enfin un Marcel Aimé romancier qui de notre but a fait un monde d'humanité et de surnaturel. Il y a Marcel Aimé, auteur dramatique, dont Lucienne et le Boucher revivent chaque soir sous les bravos du public parisien. Il y a Marcel Aimé, illustre Montmartre 3, qui est l'homme le plus modeste et le plus discret que je connaisse sur la butte et ailleurs. Voici Marcel Aimé.
m'étais toujours promis de ne pas parler à la radio. Je m'étais promis aussi de ne jamais écrire ou parler publiquement de Montmartre. Mais mes résolutions ont dû céder à des pressions amicales et je me trouve devant le micro, très embarrassé, sans avoir grand-chose à dire. Les séductions et les curiosités de la butte ont été souvent et copieusement célébrées. Chacun sait maintenant que Montmartre est un charmant village plein de peintres, de vin blanc, d'amitié et de cancans. Je ne peux qu'en tomber d'accord. Ce qui me met un peu à l'aise pour parler, c'est que je suis au Lapin Agile, le fameux cabaret et conservatoire Montmartrois de la chanson. Avant de venir, j'étais d'abord passé avenue Junot à l'atelier du peintre Eugène Paul qui peignait, les manches retroussées, l'œil étincelant, à grands coups de pinceau comme s'il se ruait à l'abordage d'un vaisseau. Nous avons échangé des souvenirs sur les années pré-quatorziennes et il m'a raconté l'histoire d'une belle fille de l'impasse Traînée qui, ayant perdu toutes ses dents au cours d'une bagarre, se confectionnait des râteliers en mie de pain pour aller faire le trottoir boulevard de Clichy. Il faut dire que dans ce temps-là, nous avions du pain blanc. Lesté de ce récit historique, je suis monté sur la place du Tertre. Les touristes buvaient et mangeaient sous les parasols de couleur. Rencontrer des peintres, Crexam, Nalid et Sparbès. Ensemble, nous sommes allés boire un coup chez Georges. Le voisin et concurrent Attilio, seul cafetier de France sorti de l'école des sciences politiques, est venu me provoquer au 421, qui est un jeu de dés réclamant beaucoup de sang-froid et d'intuition. Je l'ai battu facilement car les sciences politiques ne semblent pas l'avoir préparé aux finesses du 421. Et je le crois trop intellectuel pour y réussir jamais. Battu également Charles Favrel, grand journaliste et fameux reporter, mais qui n'a évidemment aucune disposition pour ce jeu subtil. Au sortir de chez Georges, nous avons rencontré Caour et nous sommes allés boire sur le pouce au comptoir de chez Biquette. Je pensais avec un peu d'anxiété à mon émission, l'heure approchait. Rue des Sceaux, le Pomme, la grande animatrice des Nuits de la Butte, était à sa fenêtre et regardait le soleil sur les vignes de Montmartre. Nous avons échangé quelques injures amicales et je suis arrivé au Lapin où m'attendait l'état-major du micro, des autorités de la chanson et des amis du voisinage. J'étais naturellement assez intimidé. Au dire de Polo, le patron du Lapin, je faisais une drôle de tête. Pour me mettre en train, Yvonne Dahl m'a chanté un couplet de J'entends les violons Marie et René Jean quelques mesures du fiacre. J'étais déjà bien mieux. Marcel Noblat, Jean-Roger Cossimon, Bigorre, Mondet entonnaient à tour de rôle des refrains toniques. L'atmosphère du Lapin était devenue telle que j'avais la plus grande envie de chanter devant le micro une chanson à boire. Mais Polo, qui n'apprécie pas beaucoup ma voix, m'a raisonné amicalement et a réussi à me convaincre de ne rien faire. Je me suis donc résigné à contre-cœur et au lieu de chanter, je me contente de dire au micro ce que je viens de raconter. Il y a déjà des messages. D'abord, c'est extraordinaire. Vous avez connu Marcel Aimé, alors qu'il faut dire que beaucoup d'autres ici n'ont pas connu tous les auteurs. On va parler maintenant, on va présenter Pierre Gripari. Donc Francis Bergeron, vous l'avez connu. Oui. Jérôme Trollet, vous l'avez connu? Non, je ne l'ai pas connu. Et vous non plus? Vous savez que Gripari avait une passion pour Marcel Aimé. Il aimait beaucoup. Et Béraud, il aimait beaucoup ses romans historiques. Il aimait Vialat, mais... là, vraiment, Marcel Aimé, c'était au-dessus, quoi. Alors, cher Raphaël Pajarès, quand vous avez repris ça en main, alors, parlez-nous de l'association telle qu'elle était et telle qu'elle va redevenir, tel ce phénix dont on parlait. Alors, telle qu'elle était, il y a encore un an, elle était en sommeil. Elle s'est réveillée depuis peu. Je suis arrivé totalement par hasard, puisque j'étais en pleine lecture de, je peux dire, l'œuvre intégrale de Pierre Gripari. Et puis j'ai trouvé sur internet une page Facebook assez vide où il n'y avait pas grand chose qui disait l'association des amis de Pierre Gripari, et j'ai écrit. Et 2-3 jours plus tard, mais j'ai écrit en disant que je voulais adhérer, assister à une conférence. Enfin, c'était j'avais pas de prétention. Et je reçois 2-3 jours après un message de Gilles Bourquin qui me dit: je suis le président fondateur de l'association des amis de Pierre Gripari. J'aimerais relancer l'association. Est-ce que vous voulez m'aider? Et alors évidemment, je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce message-là, j'étais très surpris. Donc je pensais à une blague même au départ. Et puis non, alors je lui ai réécrit, il m'a dit non, c'est très sérieux. Je lui ai dit rencontrons-nous. Et nous nous sommes rencontrés très rapidement la semaine d'après dans un restaurant à côté de Notre-Dame, un petit restaurant qui depuis est devenu notre cantine.
Et donc c'était en mai l'année dernière, avril-mai, oui c'est ça. Et à partir de là, donc de fil en aiguille, très rapidement, nous avons décidé de remettre sur les rails l'association de Pierre Ripari, qui était en sommeil. J'ai dit 15 ans tout à l'heure, mais je crois même que c'est depuis une vingtaine d'années qu'elle était en sommeil. Et donc nous avons commencé à ouvrir les adhésions, c'est très récent, il y a moins de 48 heures. Voilà. Et vous avez combien d'adhésions déjà? Pour l'instant, nous n'en avons qu'une seule. Ah bon? Oui. Mais non, nous n'en avons qu'une seule. Mais Jérôme Trollet voulait dire quelque chose? Non, j'ai pas bien entendu le nombre d'adhérents de l'association. Pour le moment, il y en a un, mais ça va. Oui, on a commencé il y a 48 heures. Quoi, ça, oui, et puis on a un salon le 15 avril prochain, voilà, où il y aura beaucoup de monde, donc je ne suis pas très inquiet, j'espère. Le salon de... Oui, alors c'est le colloque de l'Iliade qui aura lieu à la Maison de la Chimie. Le 15 avril, nous serons présents de 10h à 19h. Je serai aux côtés d'Anne-Martin Conrat. Qui a été la première secrétaire. Oui. Alors si vous le permettez, Alain Pocard, je voudrais vraiment lui rendre hommage. Je permets tout ce que vous voulez. Vous savez, moi ici... Je voudrais vraiment lui rendre hommage parce que la première personne que nous avons sollicitée, dont Gilles Bourquin a pensé tout de suite à Anne-Martin Conrat, qui nous a tout de suite ouvert ses portes et voilà, j'en ai été très, très touché. Et puis j'ai appris après qu'elle avait très bien connu Pierre Ripari. Nous avons passé de longues heures à discuter de Pierre Ripari. C'est elle aussi qui a fait le fameux dossier H, enfin qui a en tout cas réuni les textes pour le fameux dossier H qui est paru en 2001, qui est une véritable bible pour nous les Gripariens. Et elle a fait vraiment un travail extraordinaire pendant plus d'une dizaine d'années qu'a vécu l'association. Elle s'est vraiment démenée corps et âme. Et voilà, je voudrais vraiment lui rendre hommage. Et dire aussi que c'est vraiment un modèle. Vraiment, à chaque fois qu'on doit prendre une décision pour l'association de Pierre Ripari, je la consulte parce que elle a vraiment fait un travail remarquable et je suis très admiratif de tout ce qu'elle a fait. C'est elle l'adhérente? Non. Non. Bravo. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. On va écouter Pierre Ripari dans quoi? Oui, alors le 30 novembre 1978 a été diffusée sur France Inter une émission très connue à l'époque qui s'appelait Radioscopie avec Jacques Chancel. Il l'a reçue pendant une cinquantaine de minutes à peu près. Et j'ai choisi comme extrait le tout début de l'émission parce qu'il parle à la fois de son métier d'écrivain et de sa condition d'écrivain. Et c'est très particulier. Voilà. On écoute Gripari. Pierre Gripari, vous écrivez, je crois, depuis l'enfance. Vous ne vivez que pour la littérature. Vous avez une véritable passion pour l'écriture. Et vous ne faites aucune concession. Et je serais tenté de dire que vous préféreriez la misère à la compromission. Absolument, oui. Je n'ai pas connu la misère vraiment, mais la pauvreté, je l'ai connue, je la connais. Mais le jeu vaut la peine qu'on fasse des petits sacrifices. Sinon, c'est plus intéressant. Qu'est-ce que la compromission lorsqu'il s'agit de littérature? C'est l'infidélité, en somme, aux pulsions intérieures. C'est-à-dire, il faut vraiment sortir ce qu'on a, discutable ou non, mais la qualité ne s'obtient qu'à la condition d'observer une certaine éthique personnelle et une conscience et une honnêteté vis-à-vis de ce qu'on est et de ce qu'on sent. Vous faites passer l'éthique avant l'esthétique. Oui. Je ne travaille pas à la phrase. Au fond, je ne m'occupe pas très bien d'écrire bien. Il faut que ce soit dans le rythme, il faut que ce soit vrai et il faut que ce soit dans le courant. Par exemple, je ne corrige jamais une page ou une phrase isolément. Quand je suis pas content, je recommence tout d'un bout à l'autre. Parce que si c'est pas dans le mouvement, une correction de détail fait rustine. Elle fait pièce neuve sur un vieil habit. Oui. Et comme disait un certain tailleur qui s'appelait Jésus-Christ, il faut jamais faire ça, quoi. Et vous écrivez vraiment depuis l'enfance? Oui, à l'âge de 7 ans. J'ai été traumatisé par Matteo Falcone et de Prosper Mérimée et j'ai écrit à cet âge-là un petit oui. Il y avait à ce moment-là des extraits qui s'appelaient, les lectures Mirono. Enfin, nos grands-mères se rappellent de ça. C'était des bouquins, puis alors on ne changeait pas tous les ans les programmes et les livres. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 générations qui ont appris à lire en lecture courante dans les petits livres Mirono. Et il y avait la presque totalité de Matteo Falcone. On peut reconnaître la qualité d'un jeune garçon de 7 ans? C'est possible, ça? Non, je pense pas. C'était très mauvais ce que je faisais.
Oui, mais vous avez gardé quelque Non, part non, j'ai rien gardé. J'ai rien gardé. Seulement à l'âge de 31 ans, j'ai cessé de jeter ce que j'avais écrit. Mais les enfants comprennent tout, je crois, quand même. Les enfants ont une qualité, c'est que il y a des tas de sollicitations extra-littéraires auxquelles ils sont insensibles. Ils sont insensibles au sexe, ils sont insensibles à la politique, ils sont insensibles à un certain nombre de passions qui faussent le jeu, de sorte que quand on veut plaire aux enfants, il faut faire appel aux qualités littéraires et à elles seules, c'est-à-dire au caractère captivant, au rythme du récit, à la présence des personnages. C'est pour ça que c'est un très bon exercice d'écrire pour enfants. Eh bien voilà, une déclaration de principe tout à fait passionnante et qui, comme nous sommes sur Radio Courtoisie, nous avons déjà des messages. Alors Roland nous dit, vous allez confirmer, hein, Jean-Pierre Belleville, quand on avait voulu donner la Légion d'honneur à Marcel Aimé, il avait suggéré qu'on la mette à un endroit qui l'aurait gêné pour s'asseoir, vrai ? Oui, effectivement, c'était dans un article qui est paru dans le Crapouillot, où c'était contre le délit d'opinion, et il racontait que on lui avait, la Libération lui avait donné un blâme pour avoir vendu un scénario de film à la Continentale, pour un film d'ailleurs tout à fait anodin. Et il avait dit qu'il était choqué de voir comment nos gouvernants se jetaient à la tête d'un mauvais Français comme lui. Et donc, ils pouvaient, leur Légion d'honneur, se la carrer dans le train. Et se livrer à leur plaisir Élysée. Ah, c'est merveilleux. Alors, David nous écrit, ça va faire plaisir à certains ici, très bonne émission. Bravo pour avoir eu l'idée de mettre en lumière les associations littéraires. Les temps sont difficiles pour tout le monde, même pour les revues littéraires comme Livre Arbitre. Mais on peut dire que Livre Arbitre, qui est une revue qui a toujours accordé de la place aux auteurs qui sont présentés ici, n'est-ce pas, Francis Bergeron? Oui. Vous en avez 2 numéros spéciaux sur Henri Béraud. Alors, Gérard Silmo, cher Alain Pocard, vous êtes trop gentil, Gérard Silmo. Nous vous remercions pour la constante qualité de vos émissions. Ah, si vous me prenez comme ça. Mais pourquoi n'avez-vous pas invité ce soir un représentant de la Société des lecteurs de Céline, SLC? Moi, je croyais que SLC, c'était salut les copains. Bon. Les copains de Céline. Et son président, Christian Mouquet, par exemple, bien à vous. Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on ne peut pas mettre trop de monde dans le studio. Et deuxièmement, écoutez, si les lecteurs de Céline veulent participer à cette émission, qu'ils prennent contact avec moi. Je ne mets pas mes goûts littéraires en avant. Je ne suis pas un fanat de Céline, mais s'il y a des millions de gens dans le monde qui le lisent, c'est peut-être qu'il a un intérêt aussi. Bon, voilà. Donc si M. Mouquet veut prendre contact avec moi, ce sera avec plaisir qu'il sera invité, et même d'autres associations. D'ailleurs, on va en parler. Alors, on va commencer par le bulletin Vialat que j'ai reçu et que j'ai lu avec beaucoup de plaisir parce que c'est quelque chose de très original. C'est-à-dire que ce cahier numéro 48, cher Jérôme Trollet, s'intitule « Correspondant de guerre ». C'est-à-dire que, alors, si j'ai bien compris, Vialat a été prisonnier. Vialat était depuis 1937 professeur au lycée d'Héliopolis en Égypte. Et il revient, son épouse et leur fils Pierre vont le voir, il revient en juin 1937 pour passer l'été en France, étant donné qu'il y a les mêmes vacances scolaires en Égypte qu'en France. Et en juin 1937, il est mobilisé en septembre 1939 et il décide de ne pas retourner en Égypte. Il est mobilisé à Clermont-Ferrand. Et il va faire cette drôle de guerre jusqu'à être prisonnier. Être interné dans un hôpital psychiatrique et libéré en 1941. 1941, il rentre en Auvergne où il va écrire ce livre très, très particulier qui est Le Fidèle Berger, qui est un roman que certains, et j'en suis, où certains voient une inspiration à la Kafka,
C'est un roman très étrange et qu'il écrit fort de son expérience de cette guerre absurde. Et les années passent et on arrive en 1945, à date à laquelle il essaie de retrouver un métier dans un journal. Et il trouve cet emploi à l'époque, qui est un journal qui a été créé en 1937, puis qui a disparu en 1940 et qui revit en 1945. Et l'époque l'embauche avec le titre de correspondant de guerre. Et donc il va partir dès 1945, il va partir en Allemagne, il va aller sur les bords du lac de Constance, à Lindau, où d'ailleurs il va rencontrer, sur l'initiative d'Henri Pourrat, son grand ami, il va rencontrer Philippe Keplin, qui est un sculpteur d'art sacré fabuleux du Puy-en-Velay, mais c'est une autre histoire. Et il va être correspondant de guerre avec le pseudonyme de Serge Sergent, ce qui est un paradoxe puisqu'il n'aura été que soldat de deuxième classe palefrenier pendant la drôle de guerre. Donc il va choisir, et c'est sur sa carte de presse, le surnom de Serge Sergent. Et comme le dit très bien Pierre d'Almeida, qui a refait tout ce recensement des articles pour notre cahier, il l'a sans doute choisi pour avoir la possibilité d'écrire des articles de correspondants de guerre, et à côté de ça, d'écrire des articles avec son nom d'Alexandre Vialat, qui soit plus littéraire, qui soit plus dans sa veine de romancier. Voilà, donc il va vivre ces années jusqu'à la fin du journal L'Époque, en 1949, pendant 3-4 ans. Et l'ensemble avait été, comme je le disais tout à l'heure, regroupé par Ferney-Besson. Mais il manquait quelques articles qui font l'objet de ce cahier 48. Alors, il y a des choses qui m'ont tout à fait passionné. D'abord, à un moment, j'ai cru qu'on était au cinéma parce qu'on retrouve des vitraux de Strasbourg au fond d'une mine de sel. Je ne sais pas si certains ont vu le film de Clooney, Monument Men, que je trouve pas un très bon film, mais peu importe. Est-ce que c'était planqué par les Allemands, les Allemands ou par Göring? On ne sait pas. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis alors, lui, il a quand même des doutes sur le remords allemand. Hein. Oui. Il dit le remords allemand. Vialat avait pressenti, comme il était en Allemagne dès les années 30, il avait pressenti la montée du nazisme, pressenti l'antisémitisme, pressenti le recours aux traditions nordiques, des croyances auxquelles les Allemands adhéraient de plus en plus. Et il retrouve ce sentiment profond allemand dans ses correspondants, dans ses articles sur la guerre, où il dénoncera, par exemple, comme l'a très bien fait Hannah Arendt, il dénoncera le sentiment de banalité du mal. Ça, il l'exprime dans certains articles de façon performante. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est il montre l'occupation en 1946 et l'état de délabrement complet d'une société. Et ça m'a évoqué un film de Rossellini qui s'appelle Allemagne année zéro. Je ne sais pas si certains l'ont vu. C'est vraiment ça. On est dans l'Allemagne année zéro. Il n'y a que des ruines, que des choses comme ça. Et il le décrit avec finalement, même devant des choses terribles, l'écrivain qui a de l'humour arrive toujours à en faire glisser un peu. On sent qu'il est assez monté contre la domination au quotidien des Anglais, qui ne laissent pas la France pouvoir
agir sur la Roure, au bord du Rhin, sur le bord du Rhin. Mais ça n'est pas un polémiste, Vialat. Il décrit les choses en glissant une métaphore, une pointe d'humour, pour la faire ressentir plus fortement. Alors, il y a quelque chose chez lui, je me demande d'ailleurs si c'est pas le triomphe du saugrenu. C'est-à-dire cette force à mettre des mots ensemble qui, normalement, n'auraient rien à voir ensemble. Par exemple, le Rhin, fleuve symbolique et mauvais. Alors, oui. Un fleuve symbolique, pourquoi est-il mauvais? Enfin, il y a des choses comme ça. Oui. Mais c'est tout l'art de Vialat. Par exemple, je me permets, j'ai recherché, sachant que j'allais rencontrer nos amis de Pierre Gripari, Vialat a écrit une chronique sur les contes de la rue Broca. En 1967. En 1967, date de parution des contes de la rue Broca en janvier. Et Vialat écrit, je crois qu'il n'a pas copié Pierre Gripari. Vialat écrit La rue Broca est comme un conte de fées, un tour d'escamoteur, un exploit de magie blanche, un paradoxe, un rêve d'Auvergnat, une illusion de cartographe, un oubli véhément d'urbanisme distrait. Bon, ça dit beaucoup de choses en même temps que c'est déconcertant. Écoutez, moi j'ai adoré vraiment cette évocation de l'Allemagne année zéro, dans les années zéro. Il parle de ce pays en ruine qui vomit de la serviette en cuir. C'est-à-dire que c'est une façon de décrire l'arrivée des bureaucrates. Tout à fait. Magnifique, la serviette en cuir et les ruines. Tout à fait. Il a le don de l'image, et donc une très grande imagination pour trouver le dessin. C'est comme un dessinateur de presse, quoi. Oui, mais alors j'en lis encore parce que je trouve que c'est toujours... Les mitraillettes étaient encore fumantes et les vieillards respectueux. On comprend que les vieillards soient respectueux devant des mitraillettes fumantes. Hein. Oui. Des avis parmi les amis de Marcel Aimé, de Béraud, je sais pas, c'est difficile. Moi, je sais que Vialat, je l'ai découvert dans Spectacle du Monde. Oui. Il avait une chronique, et il a fait une chronique sur mon petit pays, qui est Argenton-sur-Creuse, donc le sud du Berry. Et il raconte, après Gaston Bonheur d'ailleurs, je crois, il raconte que quand on arrive des plaines de l'Ukraine et des plaines russes jusqu'à Argenton-sur-Creuse, tout est plat, et que les Russes blancs se tuaient quand ils montaient sur les locomotives ou sur les wagons, et comme ils ne connaissaient pas les ponts, ils se faisaient tuer par ça, parce que comme c'est tout plat, il n'y avait pas l'habitude d'un relief avec des ponts et des choses comme ça. Mais à part ça, je dirais que pour ma génération, on n'est pas très éloigné, hein, mais Vialat ne parlait pas beaucoup. Je ne sais pas, ça m'intéresse d'avoir l'opinion de mes collègues ici. Oui, moi aussi. Jean-Pierre Belleville pour les amis de Marcel Aimé. Voilà. Je ne connaissais pas Vialat. J'ai d'ailleurs lu ses traductions de Kafka sans voir que c'était de lui. Et je me suis intéressé, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai fait un parallélisme entre la vie de Vialat et la vie de Marcel Aimé, puisqu'ils étaient pratiquement du même âge, et qu'ils avaient beaucoup de points communs dans leur trajectoire. Ils ne se sont pas rencontrés. Je pense qu'ils se sont rencontrés parce qu'ils ont... À 16 ans. Alors oui, d'abord... Vialat a été élève dans un collège à Dole, qui est ma ville, qui était la ville de Marcel Aimé. Et il a fait sa première et sa terminale, comme on disait. Là, c'était Notre-Dame de Mont-Roland. Voilà. Et il y avait un mur, et de l'autre côté du mur, il y avait le collège de l'Arc, où était Marcel Aimé. Donc, ils étaient la même année dans 2 collèges mitoyens.
Mais ils ne se sont pas rencontrés à cette époque. C'était deux droites parallèles, quoi, voilà. Et alors, plus tard, ils ont eu en même temps le prix de la Fondation Blumenthal qui récompensait un certain nombre d'écrivains et de peintres, etc. Ça, c'est avant-guerre. Alors, c'était pour c'était avant la Seconde Guerre. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, en fait, ils se sont quand même probablement rencontrés. Et puis, Vialat, dans ses chroniques, a évoqué Marcel Aimé à plusieurs reprises, notamment. Il lui a rendu hommage quand il est décédé. Raphaël Gripari, Pierre Pajarès. Oh là là. Alors, Pierre Gripari n'a pas écrit sur Vialat. En revanche, il a écrit sur Béraud et il a écrit sur Marcel Aimé beaucoup dans 2 livres qui s'appellent Critique et autocritique, ainsi que Nouvelle critique publiée au début des années 80. En revanche, concernant, donc pour revenir à Vialat, je connaissais l'article de Vialat sur la sortie des Contes de la rue Broca en 1967, où il reprend d'ailleurs un petit peu ce que disait Pierre Gripari dans sa préface en parlant d'une rue magique, souterraine, qui n'existe pas, puisque pour aller dans la rue Broca, il faut passer par Port-Royal, il faut descendre les escaliers, passer sous le pont, donc la rue souterraine, c'est absolument extraordinaire. Et il reprend cette idée dans son article. Moi, je veux revenir quand même sur ce numéro des Cahiers Vialat, parce que je trouve cette époque absolument passionnante, terrifiante, mais passionnante. Et il dit vraiment beaucoup de choses sur l'état de l'Allemagne, l'état de l'Europe aussi à cette époque-là. Il dit « Une masse allemande désorientée se partage entre Dieu et les clowns ». Alors ça, faudrait quand même peut-être nous l'expliquer un peu, parce que... Je suis malheureusement incompétent pour vous l'expliquer. Est-ce que c'est pas, par exemple, que les peuples soient croyants, peu importe d'ailleurs même pour le Dieu, mais que les peuples soient croyants, et en même temps, les clowns, parce que l'Allemagne a une grande tradition de fêtes foraines, de choses comme ça. Et de croyances dans ces déités, dans ces symboles nordiques. Je dirais même plus terre à terre. Par exemple, quand on a lu que je dise pas de bêtises, c'est d'un des fils de Thomas Mann, professeur Unrat, qui a donné au cinéma L'Ange Bleu. On est dans un univers de cirque un peu, avec tout ce qu'il peut y avoir d'ailleurs de cruel dans le jeu des clowns aussi. Hein. C'est pas drôle, les clowns. Enfin, non, mais ça fait peur aux enfants d'ailleurs. Oui, mais j'ai horreur. Quand j'étais gosse, j'étais terrorisé à l'idée d'aller au cirque. Mais Vialat était passionné par les images et les images humaines. Et il dit, je l'ai repris dans un petit recueil tout à fait à part que l'on a édité, qui s'appelle Vialat et la réclame. Vialat disait, enfant, nous avons côtoyé, rencontré 1000 fois des cousins, des cousines, des grands-mères, des tantes, l'épicier voisin, le facteur. Mais il y a autant de visages dont nous nous souviendrons que ceux de la dame du Job, de la jeune blonde qui coud sur la machine singère, les trois peintres Ripollin, le banania qui nous incite. Oh là, taisez-vous malheureux. Voilà, toutes ces images de la réclame, et à l'époque, la publicité, comme on dit aujourd'hui, la publicité était faite de dessins, de personnages, de tous ces visages, tous ces personnages hantent autant notre vie que l'ont hanté, que la hante ceux de notre famille et de nos proches. Et ça pour Vialat, c'est très important. Très important. Encore autre chose, alors, il ne va pas rester qu'en Allemagne, il va aller aussi aux Pays-Bas. Il va aller aux Pays-Bas. Oui. Et alors là encore, il a ces expressions, il dit ce qu'on appelle la Hollande, mais en fait c'est les Pays-Bas. La Hollande est une province des Pays-Bas. Il dit que c'est il assiste à la symphonie générale
du battoir et du paillasson. Alors j'adore ce genre de phrase, mais je dois dire quand même, il faudrait me l'expliquer un peu. Oui. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut vouloir dire? Non. Alors, les Pays-Bas est un pays qui n'aime pas tellement la France, il faut bien le dire. Quelqu'un qui était dans des conférences internationales sur le droit m'a dit il y a une vingtaine d'années, en sous-main, ils sont toujours en train de nous mettre des coups de pied dans les tibias. D'ailleurs, Franklin Delano Roosevelt vient des Pays-Bas d'origine. Hein. Bon. Et alors, qu'est-ce que ça... Je ne sais pas, c'est une image, ce qu'il a voulu dire sur le fond, il a voulu dire quelque chose que j'ignore, mais l'expression lui est apparue comme... Alors, c'est peut-être ça aussi dans la littérature, c'est que parfois il y a une phrase qui vous vient dont on ne sait nous-mêmes pas tellement ce qu'elle veut dire. Moi, j'ai une hypothèse, je ne sais pas, mais le paillasson... alors, il y a l'aspect péjoratif du paillasson, mais c'est aussi peut-être parce qu'il voulait mettre en avant le fait que les Hollandais, enfin les Néerlandais sont des gens très propres et qui vivent beaucoup chez eux, à l'intérieur. Il y a peut-être cette petite symbolique. Je crois que c'est ça, oui. Bravo Francis Bergeron, vous reviendrez la semaine prochaine. L'association des Amis de Vialat peut faire ce qu'elle veut de cette interprétation. Non, elle est tout à fait sûrement juste. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous avez au titre de Marcel Aimé, au titre de Béraud évoqué le crapouillot. Et j'ai cherché, avant de venir ce soir, si Vialat, dans ses chroniques, évoquait Béraud. Et le seul... Crapouillot. Et le seul passage, je vais vous le lire très rapidement, le seul passage, c'est dans une chronique du 2 septembre 64, époque à laquelle est mort Bernard Zimmer, qui est un de ses grands amis, qui l'avait reçu à la revue Rhénane. Le crapouillot, c'était alors la grande époque de Galtier-Boissière. On découvrait d'Aragnès, d'Ignimont, Dunoyer de Segonzac, Falck, gravé sur bois, Jean Sarment écrivait Le pêcheur d'ombre, les gilets montaient jusqu'au cou, Béraud en avait un à 2 rangées de boutons, Macorlan en culotte de golf se promenait sur le Rhin et découvrait une Allemagne à nuit, faite de neige, d'inquiétants personnages, de filles décapitées, de vampires, de contes d'Hoffmann et de fantômes de l'inflation. Ça, voilà, voyez, l'accumulation d'images. C'est une belle langue, parfois un peu difficile à comprendre, mais c'est une belle langue. Absolument, d'une richesse d'images fabuleuse. Et alors, donc, les cahiers Alexandre Vialat sont envoyés à tout adhérent une fois par an. Mais en plus, chaque trimestre, vous envoyez un petit bulletin. Tous les trimestres, nous envoyons un bulletin depuis 3 ans, un petit bulletin, parce que je me suis aperçu que l'actualité résumée à des pages dans le cahier perdait un peu de sa substance, de son temps, substance. Ou bien on annonçait quelque chose qui allait se passer dans 6 mois, ou bien on faisait part de quelque chose qui s'était passé il y a 4 mois. Mais et donc entre le site Vialat, le Facebook, le site sur lequel a priori se trouve l'instantané, mais ne vont que les gens qui sont des GIC, et le cahier annuel, on a trouvé que la solution bulletin trimestriel était une bonne solution. D'ailleurs, à propos d'Internet, on a 25% de nos adhérents qui n'ont pas de messagerie. Oui, c'est beaucoup, oui. Alors, moi, je trouve aussi que l'association des Amis d'Alexandre Vialat, comme beaucoup d'associations, a des comités d'honneur, des comités de parrainage, appelez ça comme vous voulez, avec des gens quand même pas mal, parce que... Oui. François Taillandier, Charles Danzig, François Vialat, je suppose que c'est un petit-fils. Oui, oui. Et Marianne Silberfeld-Brouard, c'est la fille sans doute de Michel Chrétien, qui était un personnage tout à fait important. Et puis nous avons Hervé Guémard, qui vient d'être reçu à l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis alors... il y a Pierre Jourde, que je considère... On n'en parle pas assez souvent. Un excellent écrivain. Pierre est
Un écrivain merveilleux. Et François Taillandier, alors lui, il vient souvent, enfin, il est venu plusieurs fois dans mon émission. Pascal Sigoda. Pascal Sigoda est un chercheur. Il a été longtemps professeur dans la ville natale de Rimbaud. Charleville-Mézières. Charles-Mézières. Ah, bravo. Et Pascal Sigoda a créé et s'est installé à Clermont-Ferrand et a créé une maison d'édition qu'il anime. Qui s'appelle comment, sa maison d'édition? La Licorne. La Licorne. Donc, qu'est-ce qu'il publie, ça? Il publie les comment... Il est très pataphysicien, donc il publie des livres de pataphysiciens. Voilà, c'est assez érudit, mais très intéressant. Alors, il y a un prix Alexandre Vialat qui est décerné chaque année, voilà, qui est décerné dans l'hôtel Alexandre Vialat. L'hôtel Alexandre Vialat de Clermont. Le prix qui a été créé il y a plus de 20 ans par Jacques Toubon, quand il était maire du 13e arrondissement. Et on était allé le voir avec Fernie Besson pour lui dire, écoutez, Vialat a habité longtemps le 13e arrondissement, puisqu'il habitait dans le bout de la rue Broca, et c'est vrai. Qui ne s'appelle pas rue Broca, d'ailleurs. Après-guerre, ce petit bout-là a été rebaptisé. Léon Maurice Nordman. Léon Maurice Nordman, bravo. Et c'est son appartement donné, comme il en l'a écrit souvent, sur les... communiste en résistant. Et c'est son appartement donné sur la prison de la Santé. Il en a écrit des lignes et des lignes. Et il y a une plaque sur cet immeuble. Tout à fait. Et alors cette année, vous l'avez donné à qui? Alors l'année dernière, nous l'avons donné à Philibert Hume, il y a 2 ans à Philibert Hume, qui cette année a eu avec le prix Interallié, avec un livre qui s'appelle Roman Fleuve, qui est un très joli livre d'une descente de la Seine, où avec des amis, il prend une barque depuis le pont de l'Alma et descend jusqu'au Havre. Et le dernier, donc en 2022, c'est il s'appelle Philibert... Philippe B. Grimbert. Parce qu'il y a un autre Philippe Grimbert. Voilà. Il est déjà passé 2 ou 3 fois dans mon émission. C'est un bon auteur. Hein. Et alors, je discutais avec Philippe B. Grimbert. Je lui dis, mais comment, vous n'avez pas pensé changer de nom? Il y a un Philippe Grimbert. Et Philippe B. Grimbert, histoire vraie, me dit, oui, je le connais très bien. On habite sur le même palier. Oh, je lui dis, le facteur se trompe. Très souvent, nous envoie une facture à l'un, une commande de l'autre, etc. Une lettre d'amour à l'autre. Voilà, bon, on imaginerait un petit conte. Voilà. Et donc, non, et j'en parlais à Philippe Grimbert, me dit Philippe B. Grimbert, et il m'a dit non, garde ton nom. Voilà. Oui, bon, voilà, je l'ai reçu plusieurs fois, c'est un garçon de talent, sympathique. Je suis là quand même avant tout pour parler de la littérature. Et c'est pas simplement des livres qui se lisent, la littérature. C'est notre langue, c'est tout. Enfin, vous en parlez, d'ailleurs, vous parlez de vos auteurs avec tellement de passion que ça doit mettre quand même la puce à l'oreille à certains auditeurs en se disant ça permet d'arriver à quelque chose. Messieurs, vous êtes tous contents de parler sur Radio Courtoisie. Oui, alors, on va faire un petit peu de publicité à Radio Courtoisie, si vous le permettez. On va passer un message, mais très court, très court. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà, c'est déjà fini. Parfois, d'ailleurs, je me fais avoir. Je suis en train de dire des bêtises avec mes invités.
Bon, nous sommes donc sur Radio Courtoisie, oui. Oui, excusez-moi, Alain Raphaël Pocard. Bajarès. Merci. J'ai l'esprit d'escalier, donc en fait, je voulais juste revenir sur Marcel Aimé. Comme vous parliez de littérature, de belles langues, etc. Il y a un très très beau reportage qui a été fait par la télévision canadienne, je pense au début des années 60, où Marcel Aimé est filmé dans son bureau, dans son appartement à Montmartre. Et à un moment, la journaliste qui fait l'entretien avec lui dit « Est-ce que je peux voir vos cahiers sur lesquels vous écrivez ?» Alors il sort d'un tiroir l'un de ses cahiers, et la journaliste stupéfaite lui répond « Mais il n'y a aucune rature !» Et alors il répond très calmement « C'est parce qu'avant d'écrire, je réfléchis beaucoup. » Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Oui, mais parfois, il ne faut pas réfléchir avant d'écrire. Effectivement, Marcel Aimé écrivait dans sa tête, et le soir, quand il se mettait devant sa table, il n'avait qu'à écrire ce qu'il avait déjà écrit. Et Gris Paris, lui, c'était en marchant. Ah, moi, je sais que j'ai habité pendant 5 ans. Il habitait au 13 boulevard Port-Royal, j'habitais au 9. Et souvent, je le voyais qui arrivait en parlant tout seul dans la rue. Et je me disais, je le dérange pas, il travaille. Gris Paris, oui, absolument. Gris Paris, il écrivait oui. en marchant. Ah, oui. Enfin, il parlait tout seul, quoi. Mais c'est parce qu'il était en train de travailler. Enfin, je lui fichais la paix. Je voulais pas le déranger et tout. Bah, justement, puisqu'on parle de Gris Paris, moi, j'ai été tout à fait surpris récemment. Vous avez dû le voir aussi. Sur CNews, Joseph Massescaron dit comment, mais le wokisme, mais ça fait 40 ans que Pierre Gris Paris l'a dénoncé dans un texte remarquable qui s'appelle Patrouille du Comte. Absolument, qui est un roman qu'il a écrit en 1982 et qu'il a publié en 1983, pardon, donc il y a effectivement 40 ans. Et nous avons rapporté l'intégralité de cette intervention chez Pascal Praud du journaliste Joseph Massescaron dans notre bulletin. Ah oui, non, mais c'était tout à fait évident. C'était inattendu en plus. Mais alors, cela dit, il a été réédité. Alors, on va parler un petit peu de cuisine éditoriale. C'est à l'âge d'homme, je crois. Oui. Alors, et il a été réédité vers 2011. 2011, absolument, 2011. Avec une préface que vous avez écrite. Oui, qui n'était pas pour me mettre en avant, c'était pour expliquer le contexte dans lequel il avait écrit ce livre. Alors ça, vous voulez le raconter ? Le contexte dans lequel il a écrit le livre ? Oui, pourquoi il a été amené à écrire Patrouille du Comte ? Alors, de mémoire, c'est un livre qui lui a été inspiré par un roman de science-fiction de Poul Anderson qui s'appelait La Patrouille du Temps. Oui, mais c'est aussi parce il écrit un livre qui s'appelle Prince Pipo, l'aventure du Prince Pipo. Histoire du Prince Pipo. Voilà, il le porte à un éditeur, une éditrice d'ailleurs, qui lui dit, je dirais pas son nom, je dirais pas la maison d'édition. Il dit, mais je vous le prends. Alors il attend le contrat, il le reçoit pas, et la dame l'appelle, je vous invite à dîner. Connaissant les particularités sexuelles de Gris Paris, il se doutait bien que ce n'était pas pour se faire draguer, donc il y va. Et là, il tombe sur un ami de cette dame, une sorte de gourou démocrate, qui dit, j'ai lu votre livre. Bon, vous savez écrire, tout ça, mais enfin, monsieur, mais vous, quand même, mais ça va pas, on est quand même en 73 ou 74, je me souviens plus, et vous parlez de prince, de roi, alors qu'on est en République, en démocratie. Il faut le réécrire à la lumière de ça et tout. Et là, il s'est dit, ça lui a donné l'idée de Patrouille du Comte, qui est un ouvrage prémonitoire, comme l'a dit Massescaron sur CNews. Oui, et j'ai rencontré cette semaine, j'ai eu la chance de faire un entretien en tête-à-tête avec Alain de Benoît, et il m'a dit, s'il y a un livre de Pierre Gris Paris qu'il faut absolument rééditer, c'est Patrouille du Comte. Qui effectivement avait prévu ce qu'on appelle le wokisme aujourd'hui. Alors Patrouille du Comte, c'est en fait l'histoire d'une patrouille qui va dans le monde des contes, en fait, qui est un univers intemporel, pour aller rectifier certains défauts. Alors par exemple dans l'histoire du chaperon rouge, le chaperon rouge qui est mangé par le loup, ça ne va pas, donc on va dire au loup que c'est pas bien, il faut pas manger les petites filles, etc. Il y a aussi, par exemple, Cendrillon. Cendrillon, j'ai plus trop de souvenirs. Je ne sais plus exactement ce qu'elle fait dedans. Surtout le petit Pousset. Il y a le petit Pousset, effectivement, qui va se retourner contre ses parents et les faire assassiner. Enfin voilà, il y a tout les contes vraiment de Perrault. Il y a aussi la mère Michel avec le chat qui ne doit pas être mangé, etc. Enfin, tous les contes sont réécrits.
les statuts sont déboulonnés, la langue est réécrite aussi. Enfin, c'est vraiment, on est tout à fait, on est en plein dedans. C'est ce que disait Massescaron, on est en plein dedans. Et sans raconter la fin du livre, forcément, ça ne peut que se terminer très mal. Voilà. Et ça se termine très mal. Oui. Mais moi, je me souviens, par exemple, le début, alors, Gripari a été soldat, il s'était engagé 3 ans, non pas parce qu'il était pour l'armée ou pour quoi que ce soit, mais c'est parce que c'était le seul moyen pour lui de sortir de son petit village de Saint-Dié-sur-Loire. Absolument. Mais finalement, il me disait, moi, j'aimais bien l'armée parce que il y avait des choses bien organisées, à date fixe, à heure fixe, on mangeait, ça lui plaisait beaucoup. Il aimait l'ordre. Et c'est vraiment cette patrouille du comte, on est vraiment dedans. Elle fonctionne devant nous. Alors, il y avait un projet de le rééditer. Où en est-il Pour l'instant, c'est toujours en attente entre la famille et l'éditeur concerné. Voilà, on espère que ça va se faire parce que c'est un roman qui doit être... D'abord, c'est un grand roman. Il faut savoir que c'était l'un des livres préférés de Pierre Gripari, qui a longtemps aimé Pierrot la Lune. Et puis ensuite, dans les années 80, c'était ce livre auquel il tenait beaucoup. Pierrot la Lune, c'est pas un roman. Non, c'est un récit. J'ai dit roman. Excusez-moi, c'est un récit. Oui, 1963, c'est son premier livre, effectivement. Ça n'est pas... Enfin, il y a écrit roman sur la couverture, mais c'est un récit autobiographique à la table ronde. Il est toujours édité aujourd'hui, d'ailleurs, à la Table Ronde, dans la collection La Petite Vermillon. Non, mais le trésor... La Patrouille du Comte ? Oui. Patrouille du Comte, malheureusement, ça n'est plus édité. La dernière édition, c'est 2011, et les éditions L'Âge d'Homme ayant quasiment disparu, le livre, malheureusement, n'est plus disponible. On aimerait bien en avoir, et on attend que ce soit réédité. Ah oui, ouais. Mais, bon... Moi, il y a quelque chose qui m'a passionné. Évidemment, on n'est jamais d'accord tout à fait avec tout ce que dit un écrivain. Mais il y avait une chose qui était formidable chez lui, c'était un écrivain qui ne ment jamais. Il fallait dire la vérité, ça lui a coûté cher. Il a dit ses vérités, qui n'étaient peut-être pas les bonnes vérités, mais il les a dites, et ça lui a même coûté assez cher. Alors, comment se réapproprier Gripari aujourd'hui, alors que ces livres pour enfants ont été traduits dans le monde entier, qu'il y a eu, je crois, 2 adaptations en dessin animé. De mémoire, il n'y en a eu qu'une, mais peut-être que je ne connais pas la deuxième. Au début des années 2000, il y a eu une adaptation des contes de la rue Broca, et d'ailleurs des contes de la Folie Méricourt aussi, et des contes d'ailleurs et d'autre part. Enfin, ils ont mélangé les 3, ils les ont appelés les contes de la rue Broca, mais ça n'est pas exactement les contes de la rue Broca. Alors, le bulletin sort du Fournil. Vous avez repris l'ancienne formule, et je vois que le 21e siècle sera griparien, retour du Martien en exil. Et alors, justement, il a une actualité en ce moment. Alors, j'allais dire une bêtise, j'allais dire malheureusement. Non, c'est bien que les enfants puissent aller voir du Gripari. Gripari se joue à Paris en ce moment. Oui, absolument. Je suis allé voir la pièce qui est formidable, qui s'appelle Les enquêtes de l'inspecteur T, qui est en fait une adaptation de l'inspecteur Toutou. Donc, on retrouve le texte de Gripari à 90%, avec une mise en scène absolument formidable de la compagnie Uncorn. Il y a d'ailleurs dans le bulletin un entretien, enfin j'ai fait un entretien avec Stéphane Boubi qui joue l'inspecteur Toutou de façon formidable. Il porte la pièce vraiment sur ses épaules et à la sueur de son front. Vous allez voir, il transpire beaucoup. C'est une pièce très drôle, très, très marrante et qui s'adresse effectivement oui, aux enfants, aux adolescents, mais il faut rappeler quand même que Pierre Gripari est un auteur pour adultes avant tout, et pas un auteur pour enfants, même si les contes de la rue Broca sont les contes, sont le livre qui font aujourd'hui c'est le livre qui fait sa réputation, mais c'est avant tout un auteur pour adultes. Et la dernière chose que je voulais dire sur cette pièce, c'est que quand même il faut le signaler, c'est une pièce qui est en lice pour les Molières 2023, donc nous croisons les doigts. Ça nous fera une actualité superbe à l'association. Et pour Gripari, évidemment, on croise les doigts. Qui est dans la salle? Est-ce qu'il y a des grandes personnes qui viennent seules, sans enfants? Non, alors ce sont les parents et les enfants. Voilà, donc moi j'y suis allé avec un ami n'ayant pas d'enfant, donc c'était... Vous êtes un grand enfant. Voilà, non, le public ce sont des parents et leurs enfants, adolescents plutôt, enfin adolescents de jeunes adolescents.
Oui, Inspecteur Toutou, c'est pas tout à fait les contes de la rue Broca non plus. C'est plutôt 12-13 ans. Alors, en fait, il faut savoir que l'inspecteur Toutou, c'est Patrouille du conte au théâtre. Le message de l'inspecteur Toutou, c'est justement la censure dans les contes. Voilà. C'est un message qui est, j'allais dire, même pas subliminal. Enfin, les enfants, ils voient effectivement l'inspecteur Toutou qui saute partout, etc. Mais le message, c'est la censure dans les contes. Et on voit au fur et à mesure dans l'inspecteur Toutou la tournure que ça prend, la censure, etc. Alors là, ça ne finit pas par une guerre civile parce que c'est une pièce pour enfants, mais le message est là. Qui avait lu déjà Patrouille du conte, peut-être? Moi, j'avais lu, mais franchement, j'avais pas... J'ai lu il y a... Quand c'est sorti, il y a 40 ans, quoi. Voilà, je l'ai lu parce que c'était Gris Paris, parce qu'on disait du bien de Gris Paris dans Écrit de Paris, évidemment, et puis dans Éléments, ou dans ce genre de publications. J'avais lu ça, mais sans y voir, justement, un message précurseur, ce qui était difficile à imaginer. Ça ne m'avait pas passionné, mais après vous avoir entendu, j'ai vraiment envie de le relire avec un autre œil. Et effectivement, si c'est du wokisme avant l'heure, c'est vraiment intéressant. Mais il l'a vu venir. Ah, je vais relire ça, oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il était passionné par les contes, mais il disait qu'Andersen, Perrault, Madame le Prince de Beaumont, c'était pas fait pour les enfants non plus. D'ailleurs, Marcel, je vais vous poser la question. Les contes du Chat perché de Marcel Aimé, est-ce que c'est vraiment pour les enfants? Non. Marcel Aimé l'a souvent dit. D'ailleurs, il dit que c'est pour les enfants de 7 à 74 ans. Et en fait, on peut les lire à deux niveaux. C'est d'ailleurs ce que dit Véronique Vella de la Comédie Française, qui actuellement joue au Studio Théâtre une adaptation du conte Le Chien de Marcel Aimé. Et c'est le 3e conte de Marcel Aimé qu'elle adapte. Je vais peut-être lire, c'est très court, un pastiche du conte Les Fées de Perrault par Pierre Gripari dans Rêverie d'un Martien en exil, qui est paru à l'âge d'homme, évidemment, en 78. Un jour que la petite fille était à la fontaine, une pauvre vieille sortit du bois qui la pria de lui donner à boire. La petite fille lui tendit la cruche en prenant bien soin de la soutenir pendant que la vieille buvait. « Vous êtes bien honnête, dit la fée, car c'était une fée qui, pour éprouver cette belle fille, avait pris l'apparence d'une vieille. Aussi, pour récompense, je vais vous faire un don. Dorénavant, à chaque mot que vous direz, il vous sortira de la bouche une fleur ou une pierre précieuse. » Et la fée disparut. « Ah, te voilà, dit la marâtre, ce n'est pas trop tôt. Où donc es-tu allé traîner ?» La petite fille ne répondit pas. La marâtre, d'ailleurs, n'attendait pas de réponse, car elle savait bien que la petite fille était muette. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Marcel Aimé, qu'on retrouve aussi chez Vialat. C'est-à-dire le renversement, quoi. Il y a un moment, ça... Ben voilà, c'était pas la peine. Bon, bref. Moi, je trouve... j'ai retrouvé, pour cette émission, j'ai retrouvé un petit livre de poèmes de Pierre Gripari qui s'appelle Le Solilès. Qui est d'ailleurs, si je me permets, excusez-moi, le premier livre qu'il a fait publier en 1975 aux éditions L'Âge d'Homme. C'est le premier? C'est le premier, oui, absolument. Et avec une petite note de Anne-Martin Conrad qui me dit, ne manquez pas, page 111, la demande faite à Marie, qui est un poème extraordinaire. Je ne vais pas tout vous le lire, mais si vous me le permettez, bien Alain, sûr. On est là... La Sainte Vierge en pantalon prenait le frais sur son balcon. Un ange descendu des cieux lui dit « Je vous salue, monsieur. Est-ce bien ici, je vous prie, que loge la Vierge Marie ?» Marie lui répondit « C'est moi. » L'ange reprit, rempli d'émoi « Pardon, ravi de vous connaître, je viens de la part de mon maître. Il est fou amoureux de vous. Il veut devenir votre époux. Ne répondez pas tout de suite, la chose vaut qu'on la médite. » Mon maître n'est pas un croquant, c'est quelqu'un de très important. En fait, il est propriétaire des cieux, des mers et de la terre. Vous me croirez si je vous dis qu'un époux de cet acabit ne se trouve pas tous les jours. De plus, il vous aime d'amour. Il veut être son propre père, et que vous soyez sa mère. Cela peut sembler incroyable, mais il n'en est pas moins respectable. Pour ce qui est du sentiment, c'est le plus tendre des amants.
Il promet de vous féconder sans même vous dépuceler. Vous accoucherez sans douleur d'un enfançon plein de douceur, tiède et frais, potelé, joufflu, en somme un vrai petit Jésus. Plus tard, quand il aura grandi, vous irez au ciel avec lui. On vous comblera de louanges, vous serez la reine des anges, vous mettrez un beau manteau bleu qui vous siera on ne peut pas mieux. Une couronne bien coquette sera posée sur votre cou. Après cette proposition, Marie ne pouvait dire non. Elle inclina son chef gracieux et murmura, baissant des yeux, « Je suis la servante de Dieu. Qu'il en soit fait suivant ses vœux. » Alors surgit un pigeon blanc qui descendit en roucoulant, vint se blottir dans son giron et... Mais je n'en dirai pas plus long. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, le petit Jésus est aussi une spécialité d'Henri Béraud, je suppose. Oui, mais c'est pas tout à fait le même. Oui. On l'aime beau, on aime bien on aime les deux ici. Bon, voilà. Alors, l'association Gris Paris. Vous nous avez dit presque en rigolant tout à l'heure, pour le moment on a un adhérent, ne dites pas son nom, non. Ça lui porterait malheur. Mais en plus je ne le connais pas parce que ça m'a été rapporté par Gilles Bourquin hier, donc je ne peux même pas vous donner son identité. Alors, est-ce qu'il y a maintenant un plan de progression de l'association des Amis de Gris Paris? Oui, alors nous avons effectivement ce colloque sur lequel nous serons toute la journée, le colloque de l'Institut Iliade à la Maison de la Chimie le 15 avril prochain, de 10h à 19h. Et puis, nous avons des activités en préparation à venir, des rencontres, des repas. Nous avons aussi un repas avec nos futurs adhérents, nous l'espérons, qui seront nombreux. Et puis, un tour de Paris que j'avais fait avec Anne-Martin Conrad, que nous avons enregistré, qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle Dans les pas de Pierre Gris Paris. C'est une balade que nous avions fait sur le Port-Royal, au 13 boulevard de Port-Royal, et on avait remonté tout en discutant, enfin c'est elle surtout qui parlait évidemment, et nous avons remonté jusqu'à la rue Broca, et elle parlait de Gris Paris. Vous avez même descendu. Absolument, tout à fait. Nous sommes allés au 69 de la rue Broca, où elle m'a montré l'épicerie, la fameuse épicerie de Papa Saïd, où Pierre Gris Paris a créé les contes de la rue Broca avec les enfants, et où il allait prendre son fameux café crème. Donc nous avons comme projet pour l'été, pour le début de l'été, on va dire en juin, de refaire une balade griparienne guidée par Anne-Martin Conrad. Et vous allez aller aussi rue de la Folie-Méricourt La Folie-Méricourt est un peu plus éloignée, mais je l'espère, pourquoi pas. 48 rue de la Folie-Méricourt, qui est une adresse importante, puisqu'il a vécu là de 78 jusqu'à sa mort, le 23 décembre 1990. Alors, le lieu, je m'y suis rendu il y a quelques mois. J'ai même eu la chance de rentrer dans l'appartement, puisque au moment où je regardais la porte, une personne sortait, donc j'ai mis la main et je suis rentré. J'ai pu monter jusqu'au premier étage et voir la porte où il a habité. Alors, en fait, l'immeuble, je pense, est toujours dans l'état. Je n'y étais pas à l'époque, mais c'est un immeuble assez vieillot. En revanche, le petit restaurant où il allait déjeuner tous les midis chez Dany est devenu malheureusement un restaurant bobo. Comme le quartier, comme le 11e arrondissement. D'ailleurs, je pense, j'en ai parlé avec Alain de Benoît cette semaine, il me disait, mais si Gris Paris était vivant, non seulement il aurait détesté son quartier, qu'il l'aurait pu inspirer, mais même Paris, qui a bien changé. Ouais, bon, voilà, enfin bon. Ça, on peut encore creuser, trouver des traces du Paris. En tout cas, moi, je vous emmènerai dans des coins de Paris que personne ne connaît. Volontiers. Bon, mais c'est pas ça la question. Il nous amusait beaucoup à l'époque parce que quand il avait eu cette grande pièce qui était très grande avec un lit qui était, comment on appelle ça, un lit à battant, enfin qui se repliait dans une armoire. Il disait, je suis dans mes meubles. Or, il y avait une table de jardin ou de camping avec une chaise, et puis alors il y avait sur un placard, il y avait trois cartons. Sur un, il y avait marqué slip, sur l'autre, il y avait marqué chaussettes. Et l'autre, il y avait Polo. C'était la garde-robe de Gris Paris. Comme ça, c'était un personnage, évidemment. Bon, il en faisait même un peu trop de temps en temps, parce que finalement, tous les écrivains jouent un peu leur personnage aussi. Hein. Bon, il y a un moment où on est un petit peu dans ce qu'on est. Mais... Et ce qui est très intéressant, je crois, il y a une... vers la rue Broca, il y a une fresque.
Oui. Peinture murale. Absolument. Quand on descend, quand on est sur le boulevard de Port-Royal, aux environs du 13, où habitait Gris Paris dans un hôtel meublé qui s'appelait Le Plaisant Logis, qui a disparu aujourd'hui, mais l'immeuble est toujours là, l'immeuble a été vendu. Et en fait, vous descendez et pour accéder la rue Broca, vous passez sous le pont en fait du boulevard de Port-Royal. Et en dessous, la mairie de Paris a fait des fresques avec la sorcière, le placard au balai, qui représentent les contes de la rue Broca. À quelle époque ? Alors ça a été fait de mémoire en 2000, je ne vais pas vous dire une bêtise, je crois que ça doit être aux alentours c'est très récent, ça doit être aux alentours de 2016, mais je n'en mettrai pas ma main coupée par rapport à la date, mais je sais que c'est très récent et c'est la mairie de Paris qui a fait cette fresque. Ah bah c'est pour une fois. C'est Voilà. Gérard, c'est l'adjoint à la culture qui a dû faire ça. Peut-être. Je crois qu'ils se connaissaient, il me semble. Mais il n'est plus là d'ailleurs. Non, il est parti, oui. Mais Il y a eu quelques ennuis. Gris Paris est extraordinaire parce que quand on lit Pierrot la Lune, par exemple, il se passe une chose terrible. Les gosses lui cassent la gueule par plaisir alors qu'il a 11-12 ans. Donc lui-même ne sait pas encore qu'il est homosexuel. Donc il n'est pas victime d'homophobie et tout. Et il a eu cette phrase après, quand j'entends parler des harcèlements à l'école, etc. Mais il faudrait quand même un jour qu'on comprenne une chose, c'est que les enfants en groupe sont des salauds. Ils sont méchants. Oui. Voilà. Et il a cette phrase extraordinaire, il dit « Les enfants en groupe s'organisent sur le modèle de la meute avec un mâle dominant. » Et puis la différence, s'il y a quelqu'un qui a des différences, et notamment, pas de cet ordre-là forcément, même d'intelligence par exemple, il va être rejeté, et moi j'ai des souvenirs d'avoir participé, et c'est une de mes grandes hontes, mais quand j'avais, 10-12 ans, à une espèce de harcèlement à l'égard d'un garçon qui était un peu... Il avait un grand pif, il était moins... Bon, voilà, et pourquoi c'est incompréhensible, mais l'enfant n'aime pas ceux qui sont différents, je dirais. Il y a une attitude anormale des enfants. Et c'est toute la force. La meute. C'est toute la force des contes pour enfants de Gris Paris, c'est-à-dire qu'il les considère déjà comme des petits adultes, mais malgré tout, qui sont capables aussi d'inspirer des contes, des choses comme ça. Vous savez, Jean-Pierre Belleville, que notre ami Gris Paris, je crois que de tous les auteurs qui sont présents ce soir, vraiment, il mettait Marcel Aimé très haut. Il aimait bien Céline. Il le rendait d'ailleurs agréable à l'oreille parce que c'était un merveilleux lecteur. Mais je veux dire que c'est Marcel Aimé qui était son grand homme pour lui. C'était vraiment... il avait cette passion pour Marcel Aimé. Et on avait eu la même réflexion. On avait acheté ensemble le premier tome de la Pléiade de Marcel Aimé qui a dû sortir vers 87 ou 86. 89. Après, ouais. Bon, peu importe. Et on n'y croyait pas. On se disait, mais comment ont-ils... Normalement, la Pléiade ne devrait pas passer quelqu'un comme Marcel Aimé. Et ben, c'est grâce à l'Écureur et à Favre. Ils se sont vraiment battus et on a maintenant 3 volumes. On va reparler tout à l'heure de Marcel Aimé. Il y a un Marcel Aimé avec une biographie de Marcel Aimé en Pléiade. Ah bah, la petite... il y a l'album, oui. L'album. Voilà. Qui a été écrit d'ailleurs par Michel Écureur. Aussi, ouais. Ça, ouais. Que j'ai acheté à Genève, je me souviens, et dans la vitrine, il y avait la reproduction en carton de l'album. Alors, comme ça, j'aurais bien embarqué Donc, la reproduction. On va récapituler, cher Raphaël Pajarès. Oui. Tiens, il y a une petite chose, que vous avez une origine étrangère, oui. Comme Gris Paris. Oui, alors moi, c'est pas grec, c'est du côté de l'Espagne. Oui, ben d'accord. Mais Gris Paris était à la fois un peu fasciné par son origine étrangère grecque, par son père. Oui. Sa mère était normande. Hein. Enfin, vous me direz, les Normands, ils viennent aussi d'ailleurs, hein. Traditionnellement. Et en même temps, c'était un petit peu... il se disait, c'est un peu à cause de ça que j'ai eu des problèmes avec les gosses. Donc, est-ce que vous vous êtes pas rapproché aussi? C'est un peu... C'est pas très gentil peut-être, prenez-le bien, mais est-ce que vous n'êtes pas rapproché aussi de Gris Paris parce que vous êtes dit, voilà quelqu'un qui est français, incontestablement enraciné dans la littérature française, mais qui vient d'ailleurs?
Alors, bonne question. Écoutez, moi j'ai connu Pierre Gripari par les contes de la rue. Alors, je ne l'ai pas connu personnellement, évidemment, mais par contre, j'ai connu Pierre Gripari par les contes de la rue Broca en classe de 6e, donc ça devait être à peu près en 1992 de mémoire. Donc, je n'ai pas connu Pierre Gripari par Pierrot la Lune. En revanche, le deuxième livre que j'ai lu de Pierre Gripari bien des années après, ça a été Pierrot la Lune. Puisque en écoutant Radioscopie, il disait lui-même que le livre pour le connaître et pour entrer dans son œuvre, c'était Pierrot la Lune, et il avait raison. Donc c'est le livre que j'ai lu ensuite. Et là où je me suis reconnu, c'est effectivement quand il disait qu'il était harcelé, frappé, parce qu'il lisait, il s'isolait pour lire, etc. Et c'est un petit peu moi ce que j'ai vécu dans mon enfance et dans mon adolescence. Mais je ne sais pas si c'est vraiment pour ça que je me suis rapproché de son œuvre. Je me suis rapproché de son œuvre surtout parce que c'est une œuvre immense et dans laquelle, voilà, je suis dans une pensée bien plus grande que la mienne et oui, j'adore m'y vautrer. Et je crois que le conformisme des enfants, ça ne concerne pas seulement la nationalité. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'ai été aussi harcelé dans une école de l'Est de la France où les enfants disaient « les Parisiens qui viennent manger notre pain ». Oui. Donc c'est Parigot, tête de veau. Parigot, tête de veau, oui. Et est-ce qu'il ne serait pas bon pour l'association des amis de Pierre Gripari de rééditer, de faire un CD de ses interventions dans Les Papous dans la tête? Il est intervenu plusieurs fois. Ouais, souvent, tout le temps. Très souvent. Tout le temps. Et ça ferait peut-être quelque chose de très amusant de retrouver. Ça ne va pas être facile avec France Inter. Pas facile. À mon avis, je ne sais pas. On en a parlé et nous n'avons pas pour l'instant fait les démarches. Mais alors, récapitulons. Qu'est-ce qu'on peut lire et voir en ce moment de Gripari? Quels sont les livres disponibles? Alors, les livres disponibles, tous les livres pour enfants sont disponibles et édités en version illustrée, pas illustrée, etc., essentiellement chez Grasset Jeunesse. On peut trouver ses premiers livres aux éditions de la Table Ronde qui les édite toujours, notamment Pierrot la Lune, qui est l'un de ses chefs-d'œuvre, Phosphonologue, qu'il faut lire, qui est absolument superbe, et La vie, la mort et la résurrection de Socrate Marie Gripotard, que je considère à titre personnel, mais ça n'engage que moi, comme son chef-d'œuvre. Mais je dis bien ça n'engage que moi, parce que je sais que je suis très minoritaire. Et puis, alors malheureusement, tout ce qui a été édité à l'âge d'homme, on peut le trouver sur Internet d'occasion, mais en librairie, c'est à peu près tout. Et pour voir Pierre Gripari, on peut aller au Théâtre du Lucernaire jusqu'au 9 avril pour aller voir sa pièce qui est jouée. Alors pendant les vacances scolaires, elle est jouée tous les jours. Sinon, elle est jouée le mercredi et le samedi et le dimanche. Et elle a énormément de succès, cette pièce, à tel point qu'elle est reprise ensuite au même théâtre du Lucernaire de mai, je n'ai plus la date exacte, mais ça doit être sur leur site internet, du mois de mai jusqu'au 2 septembre. Bon, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non, mais on ne va pas laisser ça comme ça. On va suivre le dossier. Et si vous ne lisez pas du Gripari, ça va mal aller. Mais vous allez lire aussi du Vialat, si vous n'en avez pas encore lu, du Marcel Aimé et du Henri Béraud. On revient dans 5 minutes à peu près. Voilà, on revient dans 5 minutes.